Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Bienvenue dans ce 7-8 journal du lundi 18 mars. Tout de suite, les titres de cette édition. C'est le marché international des professionnels de l'immobilier. Le MIPIM 2019 s'est achevé vendredi à Cannes. Cette année encore, 50 ans en Yvelines étaient sur place. Le bilan de cette participation avec Christine Turquet de Beauregard, directrice attractivité et immobilier d'entreprise pour l'agglomération. La fin d'année scolaire approche et les choix d'orientation sont à faire. Ce week-end, plusieurs organismes de formation du territoire ouvraient leurs portes. À Toussus-le-Noble, le CFA des métiers de l'aéronautique accueillait des collégiennes. Le campus de l'automobile et de la mobilité de Guyancourt, lui, recevait le public samedi. Enfin, retour sur le 12e Eco-Trail de Paris. Samedi, l'épreuve de 80 km prenait son départ de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, direction la Tour Eiffel. Et pour la première fois, un athlète amputé a pris part à la compétition. Et nous recevrons également tout à l'heure Marie-Lise Massé, maire adjointe de Saint-Germain-en-Laye, et nous ferons le point avec elle sur la situation de la rue Aupin, presque un mois après l'évacuation d'immeubles pour risque d'effondrement. Mais avant de développer ces titres, cette information à Nézel, un policier a mis fin à ses jours avec son arme de service. Le corps de ce père de famille de 2 enfants a été retrouvé à son domicile vendredi soir par ses collègues, inquiets de sa non-prise de service. Il officiait au sein de la compagnie de sécurisation et d'intervention de Limay, épisode qui témoigne sans doute du mal-être actuel des policiers des Yvelines 2 semaines après le suicide d'un agent à Elancourt. Samedi à Saint-Germain-en-Laye, le raid est intervenu chez un autre policier retranché chez lui qui menaçait lui aussi de mettre fin à ses jours. Dans l'actualité aussi, plus de 1000 personnes réunies samedi pour le printemps pour le futur à Versailles, 3e marche pour le climat organisée dans la Cité Royale à l'initiative de plusieurs collectifs. Alternatiba, Citoyens pour le climat demande des actions concrètes au gouvernement pour la protection de la planète. L'État qui a été attaqué en justice par des ONG pour inaction climatique. L'action de samedi a débuté par un frozen géant devant le château de Versailles. Les participants se sont ensuite rendus sur la place du marché Notre-Dame et devant la préfecture des Yvelines. Avant d'accueillir mes invités, on reste à Versailles avec cette première édition. Samedi se déroulait le salon Talent de femmes à l'Hôtel de Ville, organisé par une ONG impliquée dans la défense des femmes. Le reportage de Manon Varaldo et de Patrick Jacques de Dixmude. Graphiste, architecte, naturopathe ou encore avocate, au total 53 exposantes étaient présentes samedi à l'Hôtel de Ville de Versailles pour le premier salon Talent de femmes. Parmi elles, Corinne, elle se lance dans la création de couronnes de l'Avent. L'idée, c'est que pendant des années, ma fille est née à 21 ans, j'ai 4 enfants et je leur fais des couronnes de l'Avent depuis qu'ils sont tout petits. Et du coup, d'année en année, je me suis rendu compte que mes copines, et surtout les enfants de mes copines, en avaient eux-mêmes très envie. Et que du coup, c'était sympa d'apprendre à les faire. Il était effectivement temps que je pense à moi et que je redevienne une femme, pas qu'une mère. Et que du coup, j'arrive maintenant, je vais essayer d'allier les deux. Mettre en valeur ces femmes des Yvelines qui concilient vie professionnelle et vie personnelle, le but de ce salon organisé par le club Sœurs Optimistes de Versailles, une ONG qui intervient pour la défense et l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, on est très fiers de pouvoir dire qu'avec les élus des Yvelines, donc avec notre chère maire François Mazière, qui nous a obtenu de donner la possibilité de créer le premier salon Talent des femmes dans la région des Yvelines. On met en avant tous les talents des femmes dans l'entrepreneuriat, dans tous les métiers. Toutes les exposantes du salon ont la même motivation, revaloriser la place de la femme dans la sphère professionnelle. Je pense que la femme est aussi un acteur aujourd'hui important parce que la diversité, à mon sens, est une vraie synergie dans une entreprise et on a besoin également de ce dynamisme féminin. Tous les fonds récoltés à ce salon seront reversés le 12 octobre à l'association Vivre Ensemble au château de Versailles lors d'une dictée géante avec plus de 1000 enfants d'Île-de-France. Plusieurs jeunes enfants accueillis dans les Yvelines, ils sont âgés de 5 ans et moins et se trouvaient dans des camps du nord-est de la Syrie. Le ministère des Affaires étrangères précise que ces mineurs font l'objet d'un suivi médical et psychologique particulier et ont été remis aux autorités judiciaires. Un accueil assuré par le conseil départemental dans le cadre de sa mission de protection de l'enfance et ont été accueillis, ces mineurs ont été accueillis vendredi sur le territoire des Yvelines. 2 invités m'ont
l'on rejoint à présent en plateau Marie-Lise Massé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire adjointe de Saint-Germain-en-Laye en charge de l'urbanisme. Restez avec nous, on fait le point avec vous dans un instant sur la situation des immeubles de la rue au Pin. Tout de suite, on accueille Christine Turquet de Beauregard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'attractivité de l'immobilier d'entreprise pour Saint-Quentin en Yvelines, l'agglomération qui était présente au MIPIM 2019 à Cannes. C'est le marché international des professionnels de l'immobilier. Vous y avez présenté plusieurs projets. On fait le bilan dans un instant. Déjà, qu'est-ce que le MIPIM en quelques mots? Quels sont ses objectifs et qui est présent sur place? Alors, le MIPIM, surtout le MIPIM 2019, était un MIPIM un peu exceptionnel, puisque c'était la 30e édition, avec une thématique qui était d'engager le futur. Donc, vous verrez tout à l'heure que je vous expliquerai pourquoi Saint-Quentin-en-Yvelines est également dans cette thématique. Et c'est surtout le plus grand marché international de l'immobilier qui a regroupé cette année 26 800 visiteurs, plus de 3 000 exposants, 5 000 investisseurs, 100 pays représentés et 4 jours de networking et de conférences. Et on y rencontre absolument tous les professionnels de l'immobilier, que ce soit les investisseurs, les promoteurs, les conseils en immobilier d'entreprise, les architectes, les bureaux d'études et surtout des entreprises, des utilisateurs qui recherchent, donc des directeurs immobiliers qui recherchent d'autres sites pour leur implantation. Donc une opportunité pour Saint-Quentin-en-Yvelines de faire des rencontres. Quel est l'intérêt justement pour l'agglomération d'être sur place chaque année? Alors, l'intérêt surtout, c'est que nous exposons dans le cadre de Grand Paris, United Grand Paris, qui nous permet en fait d'avoir une visibilité de tous les territoires franciliens avec la même ambition, c'est de valoriser le territoire francilien. Et pourquoi on expose avec Paris Région? Parce que Paris Région est justement le premier fournisseur en fait de bureaux en Europe et également première concentration de sièges sociaux. Donc c'est très important d'être sous cette bannière et nous exposons aux côtés de Paris-Saclay. Dont nous sommes le cœur économique et tout cet ensemble est géré par Paris Région Entreprises. Donc c'est un événement auquel se doit participer Saint-Quentin-en-Yvelines chaque année. Alors, plusieurs projets présentés sur place. Il y a eu un focus mis cette année particulièrement sur le renouvellement du quartier du centre qui est essentiellement basé sur la commune de Montigny-le-Bretonneux. C'est une zone de 40 000 emplois. Il y a également une gare, celle de Saint-Quentin-en-Yvelines, où transitent chaque jour 70 000 voyageurs. C'est le projet phare du moment pour l'agglomération? Tout à fait. En fait, c'est le quartier centre, c'est le quartier prime de Saint-Quentin. Et quand vous disiez Montigny-le-Bretonneux, c'est aussi Guyancourt, puisque toute l'avenue du centre s'étale à partir du théâtre jusqu'au Crédit Agricole. Et donc c'est là où se font et se réalisent les plus grosses opérations de démolition, reconstruction et de restructuration. Et grâce à cela, donc, nous accueillons des entreprises qui sont en recherche de locaux, qui ont soit des locaux obsolètes, soit qui veulent se regrouper. Et du coup, grâce à ces opérations d'envergure, nous pouvons conserver les entreprises sur Saint-Quentin et également faire venir d'autres filiales lorsqu'elles se regroupent sur le territoire. C'est essentiel qu'il y ait un renouveau pour ce cœur névralgique de l'agglomération qui a quasiment pas évolué depuis les années 70, ce qu'on appelait à l'époque la ville nouvelle. C'était important de lui redonner un nouveau souffle. Tout à fait, parce que maintenant les locaux sont complètement obsolètes et la demande des utilisateurs, que ce soit des petites ou des grosses entreprises, c'est d'être dans des locaux neufs, flexibles, adaptables aux dernières chiffres, aux dernières constatations peut-être? Oui. Alors justement sur le quartier centre de Saint-Quentin, Montigny, Guyancourt, on a 250 000 m² de projets en cours, avec encore de nombreuses opérations de démolition reconstruction. C'est-à-dire l'idée c'est de pérenniser peut-être les entreprises qui sont déjà présentes sur place, en attirer aussi de nouvelles? Voilà, tout à fait. Et ce qui nous permet, quand on garde des entreprises sur le territoire, elles se regroupent avec d'autres filiales. Pour exemple, BMW qui construit en ce moment son nouveau siège, regroupe une filiale basée à Rueil-Malmaison qui s'appelle Alphabet France. Et donc, grâce à ces projets, nous pouvons capter également des entreprises d'autres territoires.
Alors, avant qu'on dresse un bilan, il nous reste 2 minutes. Quels sont les autres projets, très rapidement, que vous avez pu présenter sur ce MIPIM? Alors, on a présenté justement la mobilité aérienne innovante avec le Supraski. Dans le cadre des GOP 2024, qui sont un formidable catalyseur pour le territoire, et dans le cadre des options qui vont se dérouler sur le territoire, on a le projet de la colline, qui est le point culminant de l'Île-de-France, et sur lequel on veut vraiment faire une vitrine et garder en héritage après les Jeux Olympiques. Et qui doit accueillir les épreuves de VTT pour ces JO 2024. Si on dresse un bilan, est-ce que vous avez rencontré de potentiels investisseurs? Est-ce que les retours ont été bons sur les projets que vous avez présentés? Oui. Alors cette année, justement, c'était vraiment une euphorie conjoncturelle par rapport aux autres années, avec un défi vraiment de reconstruire la ville sur la ville. Et en fait, on était vraiment, nous, territoire de Saint-Quentin, dans cette thématique. Et bien évidemment, on a organisé des conférences, on a présenté tous ces projets dont on vient de parler, et grâce à ça, on a 2 nouveaux investisseurs qui sont en cours d'acquisition de nouveaux immeubles sur Saint-Quentin, et notamment des investisseurs qu'on n'avait pas encore sur le territoire, des Allemands, etc. Donc ça, c'est un point plutôt très positif. D'accord. On a eu la présentation de nouveaux projets, et surtout, on a eu des demandes de nouveaux utilisateurs, d'entreprises qui sont soit dans des locaux obsolètes, soit qui veulent s'implanter sur Saint-Quentin. Et là, à ce salon, qui a été très très dense, on a eu beaucoup de monde et on a capté des nouveaux projets. Donc un bilan plutôt positif. Le travail maintenant, comment on pérennise justement sur cette présence au salon? Eh bien, on continue d'accompagner les promoteurs pour faciliter leurs opérations et surtout accompagner les entreprises dans leurs projets de développement ou de redéveloppement. Et donc là, maintenant, on a tout un travail de fond à faire avec toutes ces personnes-là. Et vous parliez de Supraski, on aura l'occasion d'en reparler avec le président de Saint-Quentin-en-Yvelines, Jean-Michel Fourgousse, qui sera l'invité du 7-8 Journal la semaine prochaine. Merci à Christine Turquet de Beauregard d'être passée sur ce plateau, directrice de l'attractivité et de l'immobilier d'entreprise pour Saint-Quentin-en-Yvelines. Nouvelle journée de grève interprofessionnelle demain, mardi, à l'appel de plusieurs syndicats. Secteurs publics et privés seront dans la rue. Les cheminots de Versailles seront également mobilisés. Ils dénoncent un plan de suppression de 29 postes envisagé par la direction des lignes N et U du Transilien à partir de mai 2019. Des postes d'agents d'accueil et commerciaux. Les gares notamment de Villepreux, Rambouillet, des Clés-sous-Bois ou encore de Coignères sont concernés. La CGT Cheminots co-organise un rassemblement demain, mardi, devant la gare des Chantiers à partir de 9h avant de se diriger devant le siège d'Île-de-France Mobilité à Paris afin d'être reçu. Quelques perturbations sont donc à prévoir. Samedi, c'était le 40e anniversaire de la mort de Jean Monnet, l'un des pères fondateurs de l'Europe. Le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, a profité de la journée et du symbole pour se rendre à la maison Jean Monnet, située à Bazoches-sur-Guyonne. Déplacement dans le cadre de la campagne des européennes. Jean-Christophe Lagarde conduit la liste de son parti pour le scrutin. Les élections européennes se tiendront le dimanche 26 mai prochain. Je me tourne à présent vers ma deuxième invitée, Marie-Lise Massé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire adjointe en charge de l'urbanisme à Saint-Germain-en-Laye. Alors, il y a un peu moins d'un mois, c'était le vendredi 22 février au soir, 137 habitants de la rue Aupin étaient évacués. Une fragilité dans le mur souterrain d'un bâtiment faisait craindre un effondrement. Alors, après vérification, la plupart des habitants ont pu regagner leur domicile, sauf ceux habitant dans 2 immeubles. 2 boutiques ont été également fermées suite à cette découverte. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce que ces immeubles restent encore inaccessibles? Les 2 immeubles restent inaccessibles, donc des locataires ont dû être relogés, des propriétaires résidents également. 2 magasins sont toujours fermés et 2 cabinets paramédicaux doivent également retrouver un autre lieu d'activité. Combien d'habitants environ sont concernés? Écoutez, ça fait en tout 2 appartements sur un immeuble et 7 autres logements sur l'autre. Donc ça doit faire, je dirais, une vingtaine de personnes. C'est des petits logements, donc il n'y a pas de grandes familles qui sont logées. Est-ce qu'il y a eu des solutions très vite de relogement qui ont pu être trouvées? Très très rapidement, parce qu'il y a eu une vraie solidarité. D'abord dans la commune nouvelle Saint-Germain-Fourqueux, des propositions ont été faites. Et puis nous avons la chance aussi d'avoir des appartements d'enseignants, de professeurs des écoles qui étaient libres. Et on a pu aussi reloger quelques personnes. Mais il va falloir que les copropriétaires prennent en charge dans quelques temps ce relogement temporaire.
La circulation dans la rue, elle, était rouverte depuis un peu plus d'une semaine maintenant. Toutes les conditions étaient réunies pour Après les premiers travaux, tout à fait, on a rouvert la circulation. En revanche, c'est vrai que devant les immeubles qui sont en péril, on a laissé des barrières pour que les piétons ne puissent pas y passer. On va parler dans un instant du passage d'un expert qui est intervenu également juste avant, et ça a été déclenché dès le début. Des travaux de consolidation ont eu lieu sur les deux immeubles concernés. Quel était le but justement de ces travaux ? Tout à fait. Monsieur le maire a tout de suite diligenté une procédure auprès du tribunal administratif, justement pour qu'un expert judiciaire soit nommé, qui a fait son travail, qui a rendu un rapport la semaine dernière. Et nous sommes arrivés avec une conclusion que 5 immeubles ont été placés en péril grave et imminent. Alors, les deux immeubles qui n'étaient déjà plus habités, les caves de 2 autres immeubles, et puis également un porche en fond de cour dans un 3e immeuble. Donc voilà, pour le moment, nous en sommes là. Des obligations, et je dirais même des injonctions ont été données. Alors, la première phase, c'est les études, c'est de faire un audit très approfondi, et l'expert nous a donné les pistes, c'est-à-dire qu'il faut déjà regarder l'impact de tous les travaux, de toutes les reprises qui ont été faites depuis la construction de ces immeubles. Je rappelle qu'ils sont quand même 17e, 18e, 19e. Oui, on est en centre-ville de Saint-Germain-en-Laye. On est en centre-ville. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir aussi faire une étude sur les sols, savoir enfin ce qu'il y a dessous, sous ces immeubles, puis regarder également d'où viennent les humidités, puisqu'on hésite beaucoup à savoir quelle est leur provenance. Et puis enfin, quelque chose qui peut paraître secondaire, mais qui doit être très important, c'est l'analyse des champignons qui a été recueillie sur des charpentes. J'imagine que ça a aussi un grand intérêt. Donc voilà, on va déjà avoir un audit approfondi, et ensuite, c'est pas terminé, on aura un second arrêté qui devra être pris, qui sera de péril non éminent, et qui, lui, servira à prescrire les travaux de sous-œuvre qui devront être absolument faits par les copropriétaires, enfin par la copropriété, et qui seront menés par un architecte déjà, maître d'œuvre, mais également un cabinet d'études, et enfin un cabinet de contrôle. Donc on voit tout le sérieux, c'est vraiment tout un plan d'action qui doit être pris très rapidement. Les experts avaient à peu près moins d'une semaine pour intervenir après le rapport. Donc voilà, c'est en cours. Et vous parliez de péril, d'arrêté de péril imminent, ça c'est une démarche administrative qui déclenche le passage de l'expert, c'est ça ? Les noms, je crois qu'il ne faut pas trop s'y attarder, même si on comprend l'importance, mais c'est surtout parce que ça permet de déclencher des procédures. Et ce deuxième arrêté, si tout va bien et si la stabilité des immeubles est retrouvée, eh bien évidemment, et on l'espère, c'est qu'on pourra réoccuper les appartements. Et ça, dès le début aussi, c'est que la ville avait pris la décision de débloquer en urgence un budget, c'est ça ? Pour aller très très vite. On n'a pas attendu que les copropriétaires se mobilisent. Il fallait vraiment le faire dans le week-end. Donc, on n'a pas couru de risque. C'est peut-être beaucoup de précautions, mais on a préféré, monsieur le maire a vraiment préféré choisir cette solution. Donc, on a avancé l'argent, ce qui permet que dès le lundi matin, l'étaiement de la cave et de l'immeuble se fasse très très rapidement en attendant. C'était vraiment pour éviter le danger immédiat. Oui, pour agir dans l'urgence. Il y avait aussi une autre action de la ville qui a été lancée au moment de ces découvertes. Vous avez ouvert un point d'accueil au centre administratif pour recueillir toutes les observations des habitants qui concernent justement les immeubles du centre-ville. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'habitants qui sont venus donner des observations, des avis ? Oui, il y a une vraie. Alors à Saint-Germain, il y a une vraie solidarité pour le relogement ou pour nous aider à organiser, mais il y a eu la solidarité aussi. Dès qu'il y avait des informations, les gens sont venus les donner. Donc dès le samedi qui a suivi, on avait dressé une tente avec les élus pour être là, pour informer, et les Saint-Germanois sont venus déjà. Et comme il y avait tellement de monde, on a décidé, monsieur le maire a décidé de continuer le lundi, et puis les mails continuent d'arriver. Donc ça nous permet effectivement, on va avoir une visibilité sur ce qui se passe, et on va pouvoir travailler avec les copropriétaires et les syndics de copropriété, parce que je rappelle, la mairie là n'est pas en première ligne pour restaurer un immeuble, bien évidemment, mais il faut accompagner
et trouver peut-être des solutions pour aider aussi les copropriétés. Les copropriétés. Merci Marie-Lise Massé d'être passée sur ce plateau, maire adjointe en charge de l'urbanisme à Saint-Germain-en-Laye. La 6e édition de l'opération Féminisons les métiers de l'aéronautique s'est déroulée vendredi dernier dans les Yvelines. Le CFA des métiers de l'aéronautique, basé à Toussus-le-Noble, a accueilli notamment des collégiennes. L'objectif, faire découvrir la filière et casser les préjugés. Aurélie Ronze. Sur ces plateaux techniques du CFA des métiers de l'aérien à Toussus-le-Noble, on apprend à entretenir ou encore à réparer des aéronefs, des métiers techniques accessibles à tous, et pourtant les femmes représentent seulement 20% des effectifs. L'idée de se faire que le mécanicien est quelqu'un de grand, costaud, etc. Aujourd'hui, c'est un métier qui est ouvert à tout le monde. Nous avons des outillages, nous avons des moyens pour lever les pièces, etc. Et donc, c'est un métier qui est, accessible à tout gabarit, on va dire, et donc aux femmes. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un concours national à destination des collégiennes et lycéennes. Il est porté par l'association Air Emploi. Objectif, faire évoluer les mentalités et susciter des vocations. Elles ont une visite en entreprise, une visite dans un centre de formation et ensuite elles doivent réaliser une BD sur le thème les femmes et l'aéronautique et elles ont un grand oral où elles doivent restituer leur visite, comment ça s'est passé, la place de la femme au sein de l'entreprise. À Toussus-le-Noble, le CFA des métiers de l'aérien accueille 240 élèves en bac pro et BTS. J'ai trouvé ça intéressant. Après, c'est pas le métier que je voudrais faire, mais c'est sûr que c'est toujours bien d'apprendre des choses chaque jour. Bon. J'ai jamais trouvé qu'il y avait des métiers faits pour les hommes, mais je vois très bien une femme faire ça aussi. Je vois pas pourquoi il y aurait des problèmes avec ça. Pour la rentrée 2019, le CFA des métiers de l'aérien propose plus de 500 contrats en alternance sur le site de Toussus-le-Noble dans les Yvelines et à Bonneuil en France dans le Val d'Oise. Des formations accessibles dès la seconde générale. Et alors que la plateforme nationale Parcoursup vient d'accueillir les derniers vœux, le campus des services de l'automobile et de la mobilité aussi a ouvert ses portes durant le week-end. L'occasion pour les futurs apprentis de découvrir les formations de ce nouveau site implanté à Guyancourt. Patrick Jacques de Dixmude et Wilfried Richy. Maintenance automobile, réception après-vente, les cursus de formation proposés sur le campus automobile de Guyancourt sont multiples et surtout innovants. Ouvert en septembre dernier, l'établissement met donc en avant ses atouts lors des portes ouvertes. C'est un campus sur lequel vous avez une offre de formation qui va du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur. L'objectif aujourd'hui, c'était de montrer ce qu'étaient les métiers de l'automobile, de montrer qu'on est sur des métiers de haute technicité, haute technologie, de pouvoir permettre au grand public de faire des démonstrations, de découvrir les ateliers et de pouvoir leur démontrer ce que sont les métiers de l'auto. Aujourd'hui, 380 stagiaires et apprentis évoluent sur le site et le bouche à oreille fonctionne bien. Pour preuve, cet étudiant souhaitant se réorienter sur les conseils d'un de ses amis. J'ai trouvé ça très très bien parce que l'école elle est propre, il y a des bonnes voitures, des bons professeurs, franchement j'ai bien aimé. Les portes ouvertes de ce week-end s'inscrivaient dans un contexte de séduction plus large. Jusqu'au 23 mars, l'Association nationale pour la formation automobile organise en effet la semaine des services de l'automobile et de la mobilité. Le secteur recrute chaque année 15 000 apprentis et 50 000 salariés dans une centaine de métiers. Les débouchés sont donc réels, d'autant plus que les recherches pour le respect de l'environnement se multiplient. On notera rien qu'à Saint-Quentin en Yvelines que le secteur de l'automobile représente au total 14 000 emplois et 150 entreprises. Le sport, ils étaient 2700 runners à s'élancer samedi pour le 80 km de l'Eco-Trail, un départ depuis l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines avec une arrivée à la Tour Eiffel et parmi les participants un para-triathlète venu porter un message solidaire. Reportage de Patrick Jacques de Dixmude et de Nicolas Dandry. C'est une première dans l'épreuve des 80 km de l'Eco-Trail, la participation d'un para-triathlète. Vice-champion de France de para-triathlon, Brice Marmonnier s'est lancé sur cette épreuve samedi 16 mars avec un soutien pour l'association Entraide, une lame pour courir. Objectif, sensibiliser à l'appareillage des enfants amputés pour faire du sport. 80 km, c'est plein d'incertitudes, surtout quand on est amputé. Déjà quand on est valide, c'est une grosse distance. Mais là, en tant qu'amputé, il faut gérer les prothèses, il faut gérer le physique. Je l'ai préparé assidûment en même temps que ma saison internationale de triathlon. Et aujourd'hui, je suis là pour relever le défi.
Brice Marmonier a terminé l'épreuve en 12h34 minutes. Pour cette 12e édition, ils étaient 2700 participants avec le traditionnel départ depuis l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Finir et si possible en 8 heures. En 8 heures, ouais, ça serait bien. Bon, moi je dis que je monte à la Tour Eiffel. En Obélix. Rendez-vous au premier étage. Vous avez une idée du temps que vous allez mettre 12h44. Un truc comme ça. Bah, l'objectif c'est de faire 10 heures. Et voilà, en tout cas arriver avant demain. C'est ça notre objectif. On arrive samedi. L'ambition pour nous, c'est de faire découvrir le trail et surtout le territoire naturel de la région Île-de-France et la richesse du patrimoine. Aussi le patrimoine historique, parce qu'il y a des lieux qui sont vraiment absolument méconnus et vraiment chouettes à découvrir. Donc c'est aussi ça qu'on veut offrir aux coureurs. Pour cette 12e édition, Benoît Cory est arrivé en tête au premier étage de la Tour Eiffel avec un temps de 5h46 minutes. Et pour le reste de l'actualité sportive, ne manquez pas le 7-8 Sport avec aux commandes Nicolas Dandry, c'est dans un instant. Avant de vous laisser, elle fait partie des édifices sauvegardés grâce au loto du patrimoine. La Villa Viardot à Bougival débute sa mue. Les travaux de cet hôtel particulier du 19e siècle ont commencé, un chantier qui concerne le toit, le clos du site, mais aussi le remplacement des huisseries, de la chaufferie et de la ventilation. Coût total 3,4 millions d'euros, dont notamment 500 000 euros financés par le loto du patrimoine. Le maire de Bougival espère une réouverture en juillet 2021 avec, pour les 200 ans de la naissance de Pauline Viardot. Voilà, c'est la fin de ce journal. Cette édition est à revoir sur notre site internet et notre application mobile. Belle soirée avec TV78.